Ce chapitre consacré au portrait des principaux leaders écologistes, que vous intitulez La galerie des Guignols, ce titre n'est-il pas quelque peu irrévérencieux, voire déplacé? Pas vraiment, dans la mesure où nous sommes entrés allègrement avec l'accord de tous les protagonistes depuis déjà de nombreuses années dans la société et la politique spectacle, et que les personnages publics, politiques, acceptent volontiers d'être caricaturés, notamment dans une émission bien connue qui s'appelle Les Guignols de l'info. Donc c'était simplement pour faire un petit clin d'œil à cette façon de traiter l'information, et pas pour blasphémer ou pour insulter les personnes dont je parle. Prenons par exemple M. Daniel Cohn-Bendit, député européen. Il est l'artisan de l'unification entre tous les mouvements écologistes européens qui aboutit à la création de EELV. Et c'est cela que vous avez l'air de lui reprocher. Oui, entre autres, je reproche à M. Cohn-Bendit d'avoir fait du mouvement écologiste un monolithe stalinien. Ce mouvement qui était au départ composé d'un certain nombre de courants qui s'exprimaient les uns les autres de façon démocratique et qui pouvaient sur telle ou telle manifestation ou revendication s'unir. Ce mouvement, sous l'influence notamment de Daniel Cohn-Bendit, s'est constitué en une force unique et monolithique. D'autre part, je conteste aussi à Daniel Cohn-Bendit la capacité de représenter ou d'avoir représenté l'écologie franco-allemande, dans la mesure où Daniel Cohn-Bendit n'est pas un écologiste historique d'une part, et d'autre part qu'il est très peu au fait de la science écologique, qu'il n'a pas de compétences particulières dans le domaine de l'énergie et pas de compétences particulières non plus dans le domaine de l'agriculture. Ces deux thèmes étant les thèmes historiques du mouvement écologiste, je trouve particulièrement déplacé le fait que Daniel Cohn-Bendit soit aujourd'hui présenté comme le pape de l'écologie européenne. Vous parlez ensuite de Cécile Duflot, secrétaire nationale du Parti écologiste EELV, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Elle a visiblement le soutien du grand public en ce qui concerne ses idées généreuses, mais pas le vôtre. J'adresse à Cécile Duflot la même critique qu'à Daniel Cohn-Bendit pour ce qui concerne ses connaissances en écologie, qui sont quasiment inexistantes, et dont elle ne parle d'ailleurs jamais, puisque sa principale ligne directrice est une ligne politicienne pour la promotion du parti écologiste, et nous sommes encore dans l'attente depuis 1 an et demi que les écologistes de EELV participent au gouvernement. Nous sommes toujours dans l'attente d'un programme précis concernant la réduction de la fabrication d'électricité par les centrales nucléaires et d'action en direction de l'agriculture afin de réduire l'empreinte industrielle sur cette activité. Votre cible suivante est Eva Joly, une magistrate qui a instruit des dossiers politico-financiers, ELF, affaire Tapie, lutte contre la corruption. C'est une femme intègre qui force au respect. Que lui reprochez-vous?
C'est une femme intègre qui force le respect. C'est dans son action actuelle du mouvement écologiste le seul bon point qu'on puisse lui décerner. Pour le reste, elle a bénéficié du parachutage le plus comique, du parachutage politique le plus comique qu'on ait vu depuis ces dernières années, puisqu'elle a été l'enjeu de la rivalité entre Cohn-Bendit et Nicolas Hulot. Elle a été poussée sur le devant de la scène politique par Cohn-Bendit afin de contrer la candidature de Nicolas Hulot aux élections présidentielles, mais bien entendu, de même que les deux premières personnes dont nous venons de parler, elle n'a strictement aucune connaissance en écologie. Il faut la voir amener des informations, des éléments d'observation sur le problème du nucléaire pour s'en rendre compte. Nicolas Hulot, très aimé des Français, envoyé spécial en 2012 pour la protection de la planète par M. Hollande, Nicolas Hulot fait aussi l'objet de votre violente critique. Pourquoi? Alors, Nicolas Hulot est la première personne depuis pour en cette galerie à, je dirais, s'y connaître un petit peu en écologie. Alors, il s'y connaît un petit peu en écologie, comme Marie-Antoinette s'y connaissait en agriculture, ayant, de par son activité d'animateur télévision, filmé les flamants roses du delta du Niger, filmé un certain nombre de paysages de la planète, comme son camarade Arthur Bertrand. Et donc il a quelques notions effectivement en écologie, mais il est le représentant le plus visible et médiatique en France de ce que nous appelons le green business, c'est-à-dire qu'il y a dans la démarche de Nicolas Hulot le souci de rentabiliser tout ce qui peut être fait au nom de l'écologie. D'autre part, Nicolas Hulot est en contradiction totale avec le pilier historique antinucléaire du mouvement écologiste, puisqu'il est pro-nucléaire, bien que pour les besoins de sa candidature à la dernière élection présidentielle et concomitamment à la regrettable catastrophe japonaise, il a été amené à mettre quelques bémols sur sa mélodie pro-nucléaire, mais il fait partie avec un certain nombre d'écologistes français de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de poursuite énergétique possible, il n'y a pas de transition énergétique possible sans l'adjonction de l'électricité nucléaire. Donc Nicolas Hulot est un faux écologiste de ce point de vue-là, de ces deux points de vue, du point de vue capitalisme vert et du point de vue soutien de l'énergie, soutien qu'il apporte à l'énergie nucléaire. Le portrait suivant est celui de Al Gore. En 2007, il a été lauréat avec le GIEC du prix Nobel de la paix. Même cette récompense suprême, qui est une reconnaissance mondiale de la part d'un organisme neutre et indépendant, ne vous empêche pas de l'attaquer violemment. Alors, le jury Nobel est effectivement un institut neutre et indépendant, mais il se laisse parfois intoxiquer par la propagande mondiale
et les lobbies qui sont à l'origine de cette propagande. Je ferai remarquer que ce prix qui a été décerné conjointement à Al Gore et au GIEC, en la personne de son président Pachauri, a été le prix Nobel de la paix, et non pas le prix Nobel de la physique ou de la chimie ou de la climatologie, comme on aurait pu s'y attendre, puisque ce prix récompense les travaux du GIEC et du simili-climatologue Al Gore concernant le fameux réchauffement climatique. C'est donc, a contrario, une anti-preuve que ces travaux auraient mérité le prix Nobel, un prix Nobel technique. Al Gore est le pape de l'écologie mondiale, un petit peu comme Cohn-Bendit est le pape de l'écologie européenne. C'est à partir de son film Choc, Une vérité qui dérange, que tout ce business écologiste au niveau mondial a démarré. Ce film a fait l'objet, bien sûr, d'un succès populaire très important et de recettes et d'un chiffre d'affaires également très élevé. Il a été l'objet également de nombreuses critiques techniques. De nombreux observateurs ont noté des contre-vérités et des amalgames criants. Al Gore qui a profité de ce succès médiatique pour se faire une petite fortune avec des prestations de présentation de son film facturées à entre 100 000 et 150 000 euros la soirée, enfin les prestations ne duraient qu'une heure et demie. Al Gore est une personne qui est impliquée, qui participe activement à la fameuse bourse d'échange des bons d'émissions de carbone. Al Gore est une personne qui possède un nombre important de stock options de Google et de la société Apple. Al Gore se déplace en 4x4 surpuissant, en jet privé, et sa maison d'habitation, bourrée de technologie et de domotique, consomme 20 fois plus d'électricité que la maison moyenne du citoyen américain. Donc on est loin d'un personnage éco-vertueux. Il est arrangé, de même que Nicolas Hulot, qui se déplace dans son hélicoptère à 240 litres de kérosène heure, dans la catégorie des éco-tartuffes. José Bové, figure du mouvement altermondialiste, syndicaliste agricole, actif dans la lutte contre les OGM, qui souhaite une autre politique agricole. C'est un défenseur de valeurs auxquelles beaucoup de personnes adhèrent. Pourtant, lui aussi, vous le critiquez. Pour quelle raison? José Bové, indiscutablement, est quelqu'un qui connaît bien l'agriculture, les problèmes agricoles, et qui a une vision tout à fait respectable de ce que devrait être une agriculture non productiviste. De ce point de vue-là, il constitue l'un des rares acteurs du mouvement écologiste à savoir de quoi il parle quand il s'exprime dans son domaine. Le reproche que je fais à José Bové, que je ne suis d'ailleurs pas le seul à faire, c'est qu'il a cédé aux sirènes du vedettariat. José Bové aujourd'hui est député européen. Comme tout le monde le sait, les députés européens ont un salaire confortable de plus de 10 000 euros. Ils ont une voiture avec chauffeur et
bénéficient, comme toutes les personnes de l'administration politique, d'avantages en nature très, très importants. La contrepartie de l'intégration dans le carnaval et le carrousel politique, c'est très souvent l'abandon de ses convictions. José Bové ne s'exprime plus aujourd'hui pratiquement sur le thème des OGM, qui constitue le slogan choc et qui a un impact, qui peut avoir un impact médiatique. Il est assimilé à son tube numéro 1, les OGM. Les OGM, n'allons pas faire ici un débat sur les OGM, mais à l'image du réchauffement climatique, les OGM sont un sujet qui n'est pas tranché. La nocivité des OGM, de même que l'action de l'homme dans le réchauffement climatique, est quelque chose qui n'est pas prouvé. Et de même que Al Gore a fondé sa notoriété sur l'hypothétique réchauffement climatique, José Bové a fondé sa notoriété sur une hypothétique nocivité des OGM. Nous sommes là dans une démarche similaire, et à démarche similaire, jugement similaire. Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien, chef d'entreprise, conférencier, auteur de livres que d'ailleurs vous recommandez. Vous le présentez, vous l'accusez de prôner une dérive despotique. Jean-Marc Jancovici est certainement l'écologiste le plus instruit et le plus au fait de ce qu'il dit. Je recommande effectivement toute la littérature de Jean-Marc Jancovici concernant l'analyse qu'il fait des problèmes énergétiques. Le thème du pic pétrolier, l'évaluation qu'il fait concernant les énergies nouvelles, le solaire, l'eau, le vent. Jusque-là, tout va bien. Le problème avec M. Jancovici démarre à partir du moment où il propose ses solutions. Ces solutions sont composées d'une part d'une action législative extrêmement coercitive, et d'autre part d'une systématisation du capitalisme vert. L'arme numéro 1, le remède numéro 1 de Jean-Marc Jancovici, c'est la taxe, c'est l'impôt. Il dit d'ailleurs de façon très ouverte, vive l'impôt, vive la taxe. Nous croyons en la taxe, in tax we trust. Le schéma est assez clair. L'État prélève des taxes sur les consommations de produits fossiles. Ces taxes sont ensuite distribuées à des sociétés d'économie verte ou des cabinets d'audit, dont certains sont déjà gérés par M. Jancovici. Et donc, le nouveau capitalisme, axé sur l'exploitation des énergies vertes, est financé par l'impôt et non pas par la loi du marché. Donc, on a avec ce système une vision de la société
qui s'étatise encore plus, qui se technocratise encore plus, et un État encore plus puissant qu'il n'est aujourd'hui. Alors Jean-Marc Jancovici constitue l'arrière-garde de l'armée Nicolas Hulot. Le tandem Hulot-Jancovici, qui n'est pas connu du grand public, est un tandem qui n'est pas nouveau, puisque Jancovici est co-auteur et co-rédacteur du pacte écologique avec Nicolas Hulot. Et dans un certain nombre de ses livres, Jean-Marc Jancovici propose tout simplement Nicolas Hulot comme président de la République. Donc, la figure médiatique qui est proposée pour mettre en application la société façon Jancovici, c'est Hulot. Le technocrate qui concocte les lois, et les taxes, les réglementations, les arrêtés et le fonctionnement du capitalisme vert, c'est M. Jancovici. Donc, ces deux personnes sont à rassembler, sont à réunir dans la même démarche qui constitue, à mon sens, une dérive inquiétante. Yves Cochet, enseignant, chercheur à l'INSA, en 1984 fait partie des fondateurs des Verts, rapporteur lors du premier colloque mondial sur la décroissance, ministre de l'Environnement sous Jospin. Vous dites que M. Cochet tient deux discours différents. Lesquels? Pouvez-vous nous en parler? Oui, d'autant plus volontiers que j'ai énormément de respect et d'admiration pour Yves Cochet, et je regrette qu'il tienne ces deux discours. Je pense tout simplement que Yves Cochet, comme tout le monde, a besoin de manger, et que il n'est plus député, il n'est plus ministre. Il a été un ministre éphémère de l'environnement sous le gouvernement Jospin. Il est eurodéputé et très certainement il est obligé, dans la mesure où ELV est devenu le parti monolithique dont j'ai parlé tout à l'heure, il est obligé de continuer à afficher publiquement la ligne de ELV s'il ne veut pas se faire renvoyer. Dans la coulisse, Yves Cochet participe à des séminaires où il explique la déplétion pétrolière. Je pense notamment à un séminaire très très intéressant en 2008 pour le collectif parisien pour la décroissance. Plus récemment, un séminaire consacré au problème de l'agriculture industrielle face à l'augmentation démographique. La vision d'Yves Cochet, qui a écrit également l'excellent livre Pétrole Apocalypse, la vision d'Yves Cochet est une vision réaliste, d'aucuns diront catastrophiste, mais une vision qui est extrêmement lucide, extrêmement saine, et que je partage en grande partie. Le problème, et le seul problème, mais qui fait que je le range quand même avec les autres imposteurs, c'est qu'il dit tout le contraire lorsqu'on l'interroge sur les chaînes de grande audience. Il parle du mix écologique, il parle de l'avenir il parle de l'avenir du solaire, de l'avenir de l'éolien auquel il ne croit pas, et il s'abstient, bien entendu, de trop critiquer le nucléaire, donc il suit les directives. C'est un reproche modéré, mais qu'il faut quand même confirmer, parce que
ce qui compte à mon sens, c'est l'image qu'on donne au grand public, et c'est pas son image réelle connue seulement de quelques initiés.